era il 2013. Viveva in Egitto, in una polverosa periferia del Cairo, quella delle classi povere, no? Che fanno così fatica a far sentire la propria voce, e in un distretto del mattone, in quel cosiddetto distretto del mattone, dove le tecniche produttive sono ancora molto arretrate. Allora, perché parlo di Gian? Innanzitutto devo fare una premessa, devo ringraziare l'Annarin Foundation per essere arrivata a Gian, perché mi aveva aiutato in questo viaggio che io avevo deciso di compiere 2 anni dopo la rivoluzione in Egitto, per capire come era cambiato il paese. Mi aveva aiutato un po' proprio l'Annarin, che mi aveva dato delle indicazioni, eccetera. Anche se a Gian ci sono arrivata attraverso il COSPE, che è una ONG italiana che aveva avviato in quella periferia del Cairo alcuni progetti. Allora, sintetizzo, parlo di lei, era una ragazza ancora, 38 anni, ma giovane, ma una lunga storia alle spalle, e tranquilla, gentile, ma estremamente determinata. Quello che mi ha colpito è lei, perché lei molto silenziosamente, confrontandosi con la propria comunità, quindi senza, come dire, estremismi eccessivi, aveva condotto con successo innanzitutto una propria particolare battaglia contro le mutilazioni genitali femminili, anche contro la violenza domestica e anche contro i matrimoni precoci, che sono tutti e tre questi fenomeni ancora molto radicati nella società egiziana. Lei sostanzialmente si era sposata, aveva subito delle violenze, aveva avuto il coraggio di rispondere a queste violenze subite chiedendo il divorzio nonostante una serie di resistenze all'interno della sua comunità. Era riuscita anche ad avere l'affidamento delle bambine. Quello che mi ha colpito è che lei ha detto: io non voglio le mutilazioni genitali per le mie bambine, e sono certa che ci è riuscita. Allora, perché parlo di questo? Perché è interessante, perché lei nella sua battaglia si stava confrontando quotidianamente con i tanti elementi salafiti che c'erano all'interno di questa periferia del Cairo, la località era El Deslami, perché come sappiamo la rivoluzione aveva risvegliato, no? Il salafismo latente nella società egiziana, e il mio incontro era avvenuto in un momento in cui molta buona parte della società egiziana era particolarmente preoccupata per la capacità dei fratelli musulmani, che sarebbero stati presto destituiti, poi sappiamo come è andata a finire, di permeare la società, no? Di un messaggio tradizionalista e conservatore. Allora, quello che mi ha colpito di lei era proprio il modo pacifico, ma al tempo stesso determinato, di condurre la sua battaglia confrontandosi con la propria comunità, prendendo per mano le altre donne e non rinunciando mai alla possibilità di un dialogo, di un confronto dialettico con gli elementi più conservatori all'interno della società. Se questa possibilità di confronto pacifico si è creato, se lei ha potuto uscire di casa e svolgere questa attività, è perché si è inserita, a mio avviso, in modo virtuoso proprio l'attività della cooperazione, in questo caso la cooperazione italiana, perché all'epoca l'ONG COSPE, prima ancora della caduta di Mubarak, aveva già creato delle opportuni dialogo, si chiamavano comitati all'interno di quelle società che lavoravano su varie cose, diritti sindacali, microcredito, attività produttive delle donne, eccetera. Ma questi comitati, c'era anche un comitato che puntava proprio sul dialogo, cioè sulla possibilità di creare uno spazio di confronto democratico all'interno di una comunità conservatrice. E quindi è tramite questo che lei ha potuto crescere. Quindi io volevo fare già il primo punto del mio intervento, che è questo. Io credo che se vogliamo dare un'opportunità alle donne, anche nelle zone più arretrate, di una comunità di paesi purtroppo che sono ancora molto in ritardo rispetto alle giuste aspirazioni al loro sviluppo, noi dobbiamo come comunità fare, come Unione Europea, dobbiamo giustamente incoraggiare tutti i tentativi sia istituzionali che delle organizzazioni non governative per portare gli aiuti direttamente sul posto e farli gestire direttamente sul posto. E questo è un primo punto che io volevo fare, cioè quindi perché il sostegno all'indipendenza economica delle donne è fondamentale perché le cose possono cambiare, perché in fondo nella realtà in cui si trovava ad operare Gian, ma anche forse nell'Egitto di quell'epoca, non a caso giunta allo snodo fondamentale, no, della battaglia tra il potere dei fratelli musulmani e
la lotta per un nuovo laicismo della politica, una secolarizzazione della politica, no? Perché questa è la prima chiave di lettura che si dà in fondo del subentro di Sisi al potere. Allora, nella sua vicenda, la vicenda quindi sua personale, della comunità, come di un intero paese, e c'è un nodo fondamentale che ci stiamo portando dietro sempre di più, che è quello del rapporto fra religione e politica. Perché parlo di questo? Perché bisogna capirlo bene, ovviamente cioè sto parlando, come dire, sto scoprendo l'acqua calda di fronte a voi, ma forse non davanti a molta opinione pubblica che ancora questi due concetti li confonde. Allora, se il 90% delle bambine subisce una mutilazione genitale in Egitto, è perché la gente è convinta che questo lo prevede la Sharia, che sappiamo benissimo che non è vero. Se le donne stanno in casa e magari quindi diventano più facilmente vittima di violenza, è proprio perché c'è un conservatorismo sociale radicato. Ed è questo che va in primo luogo sradicato, e quindi sradicando questo conservatorismo sociale, dando l'opportunità di riscatto economico alle donne, di istruzione alle donne. Solo questo è il modo per sconfiggere la narrativa islamista, no? Che poi arriva a, come dire, estremi di cui non avete certo bisogno che vi parli io, e a cui assistiamo tutti i giorni, anche con battaglie tremende per esempio in Siria, no? In Siria e in Iraq è l'ISIS, lo Stato islamico che combatte, ma lo Stato islamico non ha nulla a che fare con la religione. E noi lo sappiamo, ma credo che dobbiamo dirlo chiaramente sempre, dappertutto, soprattutto nel mondo occidentale, perché troppo facilmente si confonde anche per demagogia tra Islam, no? E derive autoritarie, dittatoriali, cos'altro possiamo dire, criminali, come quelle dell'ISIS. Allora, un altro punto che volevo fare è quello delle migrazioni, no? E del diritto a migrare. Del diritto a migrare, che è un discorso poco diffuso ultimamente, soprattutto sulla sponda nord del Mediterraneo, perché io sono convinta che ci sia un diritto a migrare. E questa riflessione mi viene invece da un film che ho visto, che vi consiglio di vedere, è un film italiano, e si chiama Taranta on the Road, e l'ha realizzato da poco Salvatore Allocca, credo anche che sia un'opera prima. È una commedia divertente, e racconta di due tunisini che sono appena sbarcati in Puglia, subito dopo la rivoluzione tunisina, quindi vi ricordate quella grande ondata di immigrati, no? La prima grande emergenza che ha dovuto gestire Lampedusa, eccetera. Allora, questa coppia di tunisini che non stavano nemmeno insieme, ma si sono incontrati lì, una di queste era una donna, una giovane donna, e a un certo punto litigherà con il giovane uomo, no? Di cui condivide le sorti e il viaggio on the road. Perché questo giovane uomo a un certo punto incarnerà il tradizionalismo della società da cui lei è fuggita. Perché lei a un certo punto dice: scusa, perché gli viene chiesto, ma scusa, non è che tu hai rischiato la vita e hai attraversato il Mediterraneo per venire in Italia invece di startene a casa tua? Perché lui gli ha detto: ma tu ti sei ordinata l'onore. Era proprio fluente. E questo film mi ha fatto capire una cosa che forse troppo spesso dimentichiamo, cioè che ci sono donne nel sud del Mediterraneo che rivendicano i loro diritti, che sono consapevoli, hanno anche la fortuna di diventare consapevoli dei loro diritti. E lei non aveva scelta di fronte in una propria famiglia, che era tornata al conservatorismo del passato, dove il fratello era improvvisamente diventato un salafita, tanto violento e tanto dittatoriale in queste sue manifestazioni da mettere a tacere pure il padre, e quindi il padre, con cui pur lei sembrava aver avuto un buon rapporto, non era più in grado di difendere le ragioni della figlia di fronte al fratello divenuto salafita. Allora lei non ha altra scelta che quella di fuggire se vuole difendere se stessa. Allora io credo che, e qui vengo al diritto di migrare, no? Perché io credo che nella sponda nord del Mediterraneo ancora una volta si fanno dei discorsi molto sbagliati, no? Cioè noi ci permettiamo, come dire, di dire che i siriani sono profughi, gli eritrei pure, poverini, no? Però tutti gli altri sono migranti economici e li cacciamo via. E no, e perché noi abbiamo questo diritto, no? Cioè che cosa ci rende
ci ha dato questo diritto? Abbiamo forse il diritto divino di discriminare fra chi arriva perché muore di fame, fra chi arriva perché è seguitato da un regime autoritario, fra chi arriva perché vuole semplicemente un luogo in cui pensa, cerca di esprimere meglio se stessi, e quindi qui arriviamo alla capacità di espressione anche artistica, no? che è un diritto, tanto quanto gli altri. E quindi io vorrei, sì, credo di aver più o meno detto tutto, vorrei proprio concludere su questo, su questa riflessione. Io credo che dovremmo proprio fare uno sforzo per comprendere che il diritto di muoverci che noi abbiamo, che il diritto di realizzare noi stessi che noi abbiamo al nord deve essere una cosa che deve essere riconosciuta anche al sud. E quindi i flussi migratori non vanno trattati come si sta facendo adesso, sia al sud della Libia, sia al nord della Libia, sulle coste del Mediterraneo, magari affidando questo lavoro sporco a quegli stessi trafficanti che prima dei migranti avevano tratto i loro criminali profitti. Ecco, noi non dobbiamo semplicemente bloccare né da una parte né dall'altra, perché tutto ciò, ogni tappo poi produce un buco da un'altra parte, quindi la cosa non funziona. E quindi dobbiamo riflettere veramente sulla dare al sud la possibilità di uno sviluppo vero, ma dare al sud anche il diritto di arrivare da noi e contribuire anche al nostro sviluppo senza chiusure. À Alice, notre chef de file de Tunisie, j'ai sur scène, par sa voix, par le contenu de ses chansons, que vous aurez le plaisir d'écouter. Pia Molinari m'ont accueilli chaleureusement dans ce lieu en me disant qu'il avait été conçu essentiellement par le biais de l'émotion. C'est-à-dire que les choix qui ont été faits dans ce musée sont des choix émotionnels plus que des choix rationnels. Alors c'est un lieu commun de dire que l'art et que la musique est un vecteur d'émotion. Ça semble être une évidence. J'ai eu l'occasion de chanter en Inde, de chanter en Tunisie, de chanter à Berlin, de chanter au Brésil. Et effectivement, on partage la même émotion. Les êtres humains, on a tous à peu près la même chose à vivre, hein, les mêmes douleurs, les mêmes joies, les mêmes amours. On est fait du même bois, dirais-je. Ça m'amène à vous parler peut-être, alors bon, évidemment, par rapport à ce que racontait il y a quelques instants Luciana Borsati, je ne viens pas d'un pays où la femme est muselée, je ne viens pas d'un pays où il est compliqué de se déplacer, puisque je viens de France, je viens de Marseille, donc je n'ai pas les mêmes souffrances que certaines femmes. Mais pour autant, bon, je suis d'origine espagnole par ma mère, andalouse, italienne et corse par mon père, donc un pur produit méditerranéen. Souvent, quand je parle de mes origines, les gens rient ou se disent « Oh là là, Espagne, Italie, Corse, ça fait beaucoup tout ça. » Donc oui, c'est fort sympathique et on en partage la joie, on en partage voilà, la fantaisie, on en partage les couleurs hein, de cette Méditerranée. Mais effectivement, Esther parlait tout à l'heure dans son allocution, elle disait qu'il y avait des destins communs en Méditerranée. Dans ces destins communs, il y a cette joie, ces couleurs, cette vie comme ça qu'on partage, mais il y a aussi les difficultés. Et si les difficultés dans mon pays ne sont pas forcément d'ordre politique ou d'ordre religieuse, hein, la femme n'est pas muselée comme elle peut l'être en Égypte ou dans d'autres pays, je pense que c'est plus insidieux. Mais quand on est une fille aînée, comme moi, méditerranéenne, on porte finalement des peurs. On porte des interdits qui sont plus, voilà, qui sont pas vraiment verbalisés, mais qui sont là quand même. Et de fait, moi, quand ça a été une évidence, quand j'étais toute petite, que j'étais artiste, je crois qu'on est artiste, hein. Les Indiens disent qu'on vient d'une planète qui s'appelle Gandharva et qu'on retourne toujours sur cette planète d'artistes. Moi, depuis toute petite, je savais que j'avais ça à faire, chanter, etc. Eh bien, quand il a fallu le faire accepter à ma famille, ça a été notre paire de manches, comme on dit en France. C'est-à-dire que oui, on voulait bien que j'étudie, hein, j'étais pas une petite fille muselée, on voulait bien que je sois universitaire, on voulait bien, comme toute ma famille est prof, on voulait bien que je sois prof d'espagnol, donc j'ai été prof d'espagnol une année, mais j'ai dit non, c'est pas ma vie, il m'a dit c'est l'art, il m'a dit c'est chanter, il m'a dit c'est écrire, et là, ça n'a pas été du tout la même chanson. C'est-à-dire que là, la peur de la maman a surgi, c'était impossible. Il ne fallait pas que je parte, il ne fallait pas que je fasse ce métier qui n'en était pas un, hein, à leurs yeux, hein, ce n'était pas légitime. Et là,
quelque chose de plus insidieux encore s'est mis en place, c'est-à-dire ce qu'on arrive à vous faire croire. Parce que souvent on dit les femmes conduisent moins bien que les hommes, etc. Moi je pense que si les femmes on les laisse conduire, elles conduisent aussi vite, aussi bien, aussi efficacement que les hommes. Mais à force de dire qu'on n'est pas forcément capable, qu'on n'est pas forcément à notre place, etc., on finit presque par le croire. Presque. Alors on est mu par des mouvements contradictoires, c'est-à-dire à la fois on entend cette peur, elle nous paralyse, elle nous jaillit dessus comme ça en permanence. C'était des larmes chez moi, c'était des cris, c'était vraiment... Ma mère est tombée en dépression profonde. Bon, je suis obligée de vous livrer une part d'intime, sinon ça ne sert à rien que je sois là. On est obligé de partager si on a une tribune comme ça en tant qu'artiste. Donc ça a été terriblement violent pour l'adolescente que j'étais. Je n'ai pas compris. Et à la fois, moi, j'étais mue par plus que par un désir, par une force qui était celle, je devais devenir celle que je devais devenir. C'était impérieux. Sauf que ce mouvement contraire entre la peur des parents, la peur de la maman, le fait qu'une fille ne doit pas s'éloigner du nid, une fille doit quand même se marier et avoir des enfants. Il se trouve que je n'en ai pas eu, il se trouve que ma vie est quand même bien remplie et que je suis profondément heureuse. Mais quel combat! Alors oui, bien sûr, je ne viens pas de Mauritanie, je ne viens pas d'Égypte, je ne viens que de Marseille, mais néanmoins, ça a été un réel combat. Un combat avec beaucoup d'amour, parce que je ne voulais pas leur faire de la peine, je ne voulais pas trahir non plus. Ce problème aussi insidieux en nous, on ne veut pas trahir. On ne veut pas trahir les gens qu'on aime, on ne veut pas trahir son milieu aussi, modeste, etc. Et à la fois, on ne peut pas faire autrement que de devenir ce qu'on est, parce que sinon, on sait comment on mourra. Ma propre mère a fait un parcours absurde, dirais-je. Elle a passé des années de dépression, puis un cancer, puis elle en est morte. Je ne dis pas que c'est à cause de ça, mais cette souffrance, ces interdits, cette négation, ont fait qu'elle en est arrivée là. Donc, bon, cette victoire-là, finalement, puisque j'ai réussi à faire ce métier, à être chanteuse, à être comédienne, à être danseuse, c'est donc une victoire sur la culture méditerranéenne, une victoire sur mes propres, finalement, limites que je me suis mis. J'ai fini par avoir confiance en mon intuition. J'ai fini par l'écouter. Et aujourd'hui, cette victoire-là, elle rime pour moi avec responsabilité. C'est-à-dire, bien sûr, j'ai pu, moi, faire ça. Toutes les filles ne pourront pas faire ça. Parce que pour certaines, ce sera encore beaucoup plus lourd comme poids culturel. Et donc, j'ai une responsabilité. Ma responsabilité, c'est précisément de porter cette parole de femme, de porter cette parole de méditerranéenne partout dans le monde. J'essaie modestement de le faire dans mes chansons, puisque, comme disait Esther, mes chansons sont une sorte de syncrétisme méditerranéen et féminin, un féminisme féminin, un féminisme qui ne va pas contre les hommes, un féminisme qui assume sa féminité, mais à la fois sa verticalité, à la fois son pouvoir, à la fois sa responsabilité, justement. Donc voilà comment j'avance, voilà comment ma carrière petit à petit se fait, mais non sans ces énormes freins qui ont été mon quotidien pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, je me sens affranchie. Mais quel parcours, finalement, il a fallu attendre ces 50 années de vie, puisque j'ai aujourd'hui 50 ans, un demi-siècle de combat, pour en arriver à me sentir aujourd'hui totalement légitime, totalement à ma place, totalement digne de cette place-là, et totalement aussi investie d'un rôle, celui de partager. De partager avec les femmes, de partager avec les hommes, de partager avec les enfants, ceux qui nous succéderont. La SACD, qui est la Société des auteurs en France, publiait il y a pas très longtemps un de leurs fascicules qui disait « Où sont les femmes dans la culture française ?» Moins de 30% de représentation. Combien de chefs d'orchestre féminins en France ? On ne sait pas. Combien de directrices de gros théâtres nationaux français ? C'est infime notre place dans la musique. J'ose dire que je suis à la tête d'un groupe de musiciens merveilleux, dont mon mari est là, qui est le droit de venir avec moi, mais ce sont des hommes. Alors je sais qu'il y a beaucoup de femmes musiciennes très bonnes, mais c'est vrai que c'est quand même encore
un milieu extrêmement masculin. Il y a des hommes partout. Il y a des hommes parmi les comédiens. Alors nous, on est plus nombreux à vouloir faire ce métier, mais il y a tellement plus de rôles d'hommes. Donc où sont les femmes? Le sous-titre, c'était « Pas encore là ». Esther disait qu'elle était heureuse de nous apprendre que, ça y est, l'ère de la femme était là. Moi, je dis qu'elle est presque là. Je pense que nos filles, nos petites filles pourront, elles, être beaucoup plus joyeuses que nous. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, on continue. Moi par la chanson, vous par d'autres vecteurs. On continue à porter cette parole simplement de l'égalité. Et je termine juste par une petite phrase d'un Mahatma, un Mahatma au féminin. C'est une femme indienne que j'ai eu le bonheur de rencontrer il y a presque 20 ans maintenant et que je suis sur les routes. Cette femme est une petite Kéralaise, une fille de pêcheur. Il se trouve qu'elle a eu un éveil spirituel impressionnant et qu'elle a passé sa vie à dire que les femmes et les hommes étaient les deux ailes d'un oiseau qu'on appelle l'humanité. Et que tant que ces deux ailes n'iront pas à la même vitesse et à la même hauteur, l'oiseau ne pourra pas aller bien loin. Ce Mahatma s'appelle Amma et je vous laisse avec sa parole d'amour, d'égalité et de partage. Je vous dis à demain soir. On n'accepte plus cette idée, cette stigmatisation de leur religion comme un élément freinant, stigmatisant, oppressant. Il faut savoir que dans les injustices, le manque d'espoir et le radicalisme. Revenons à l'islam, ce n'est qu'une religion. La question, nous sommes tous et toutes des Méditerranéennes, et la question, c'est des structures patriarcales. C'est le rapport de patriarcat. Ces rapports de patriarcat bien ancrés dans nos sociétés et qui prennent des formes différentes, que ce soit culturel, que ce soit des rites, que ce soit des coutumes, ou que ce soit l'instrumentalisation de la religion. Et le fait est là. Cette instrumentalisation, malheureusement pour nous, surtout on se voit confronté au sacré. On n'est plus dans le débat des idées pour se libérer. Non, on est dans l'exclusion, dans l'excommune des gens. Et là, je rejoins la question de l'égalité dans l'héritage que nous avons évoqué au Maroc en 2007, et je vous dis que je me suis affrontée à toutes les intégristes, entre parenthèses, du monde musulman, de l'Afghanistan, Pakistan et j'en passe. Ce qui fait aujourd'hui cette question de patriarcat qui prend des formes différentes selon les pays, et l'émancipation aussi, et la lutte des femmes, des hommes, parce que c'est une lutte pour la liberté, pour faire émerger et faire gagner l'humain en nous. J'ai parlé tout à l'heure de l'altruisme. Ce jeu, et moi le déluge, nous avons vécu des années de patriarcat. Quand je parle patriarcat, je ne sais pas pour stigmatiser les hommes, mais pour stigmatiser, pour mettre en cause des rapports de pouvoir basés sur la compétition, la rivalité, le gain, le profit, en oubliant que l'autre, différente, que ce soit femme, homme, du sud, du nord, a les mêmes disparitions. Nous partageons tous et toutes la même planète. Malheureusement, oui, et heureusement pour nous. Et les temps, c'est pourquoi je dis que partageons tous. Je ne l'espère pas. Je pense quand ils sont à égalité, pour ne pas dire à majorité. Questo lo trovo straordinario come è stato rappresentato, mi tronca l'efficacia, imbriglia il destino che vorrebbe obbligare alla scelta. La tela incantata ed intrecciata dalla regina maga riesce a paralizzare i pretendenti, ferma lo scorrere del tempo e soprattutto impedisce che dai croci possa emergere un nuovo re inadatto al compito di sostituire Ulisse. Penelope rappresenta quindi la donna che costruisce e decostruisce il destino e diviene in qualche modo la latina, un personaggio semimitico
Ella è strettamente legata al culto di Apollo, ma anche a quello di un'antica dea madre, come dai suoi nomi Amaltea rivela. Il mito della Sibilla rivela una rinvenire nella celebre risposta data dalla Sibilla cumana ad un soldato andato a consultare l'oracolo sull'esito della propria missione. Andrai e ritornerai. Se, infatti, si pone una virgola prima di non, il significato del responso è andrai e ritornerai. Non morirai in guerra. Andrai e non ritornerai. Morirai in guerra. Questa apparente ambiguità del responso delle vecchie profane. Et vraiment, c'est une dame qui est tellement inspirante que je tiens énormément à la remercier au début de mon intervention. Alors je disais tout à l'heure que le salut de la Tunisie vient de ces femmes. Donc elle a toujours été déterminante dans l'histoire de la Tunisie. Je suis fier également, et j'aimerais vraiment parler un peu avant de passer au forum, parce que j'étais invité pour discuter, parler un peu du forum qui a eu lieu en Tunisie, des différentes recommandations. Mais je suis fier aussi que nous avons créé, comme a dit Racha tout à l'heure, nous avons créé toute cette vague de contestation, de dialogue, on a failli nous éliminer de l'Afrique carrément, et de dire que c'est quoi ce pays, rien que pour le fait que le président de la République a mentionné que probablement on devrait discuter, s'il vous plaît, on devrait discuter le statut de l'héritage et de la possibilité que la femme tunisienne puisse se marier avec un homme musulman. Et ben moi j'étais vraiment ravi de tout ça. Et puis à la limite, la polémique qui était en Tunisie, c'est que allez, vas-y, on doit pousser un peu ces mentalités malades à vraiment se mettre devant tout le monde. Alors on nous a traités de tous les noms, là c'était passant du pays mécréant à vraiment le pays hors de la religion, du pays des gens qui favorisent tout ce qui est indécence sociale, indécence religieuse, des nouveaux mécénats, etc. Et mécènes, etc. Et nous on trouvait du plaisir à ça, vraiment parce que ces gens-là, ils ont peur de la femme. Alors cette peur, elle est tellement grande que même le fait de dialoguer quelque chose, de discuter autour de quelque chose qui a un rapport avec la femme, leur fait sortir toute la haine et toutes les choses. Et bien on va en parler encore. On va en parler encore. Et on va dialoguer encore. Et on va discuter encore. Et si la femme tunisienne, et si on décide que vraiment c'est ce qu'il faut pour la femme tunisienne, si la femme le décide, elle le fera. Et je suis désolé pour les autres, mais ça a été toujours la destinée de la femme tunisienne, ça a été toujours notre destinée et on le fera. Donc voilà, c'est vraiment un grand travail. Moi, depuis la Révolution, on a vu qu'il y a énormément de choses, comme a très bien mentionné Esther tout à l'heure. La femme tunisienne, elle était là dans toutes les étapes et les rendez-vous historiques de la Tunisie, à travers la Constitution, à travers également les différents dialogues. Et tout ne se fait pas facilement. Nous aussi, on a nos temples qu'on doit détruire. Nous aussi, on a les gardiens du temple qui sont là pour essayer vraiment de ne pas aller de l'avant, de ne pas vraiment développer cette extraordinaire dynamique qui est vraiment naturelle. Bourguiba, probablement, il a fait vraiment des choses extraordinaires. Mais s'il n'y avait pas du naturel, Esther, dans cette terre, s'il n'y avait pas vraiment une disposition à accepter des choses et vraiment à développer des choses. Alors là, j'aimerais mentionner également le fait que la femme tunisienne ou même la femme arabe, ce n'est pas seulement celle qui lutte dans les tribunaux, dans le Parlement, dans les instances de la société civile, etc. Mais celle aussi qui est dans les campagnes,
qui font un extraordinaire, celles où des fois on n'en parle pas beaucoup, celles où des fois on oublie vraiment de considérer la grandeur de ces femmes-là. Ce sont des femmes qui travaillent dans les champs, ce sont des femmes qui maintiennent une mémoire sociale et historique et civilisationnelle énorme. Ce sont des femmes qui n'ont pas cessé de développer un savoir-faire ancestral à travers leur travail, leur labeur, leur présence et leur grande place dans la famille tunisienne et dans la société tunisienne. Ces femmes-là aussi font partie de toute cette dynamique dont on est vraiment fier. Et puis bon, finalement la Tunisie, avant tout, c'est un nom féminin. Donc voilà, donc ça aussi, ça on est fier aussi parce que en arabe aussi, il est féminin, tout c'est féminin aussi. Donc j'aimerais vraiment un peu parler de certains points qui ont été, avant de passer à mon intervention, certains points qui ont été mentionnés par rapport à la femme, la religion et tout ça, la place de la religion. Moi je crois plutôt que c'est parce qu'en Palestine, la femme elle est chrétienne et elle est musulmane aussi, donc c'est pas une question de religion, mais c'est une question, je crois, de social. Can I say something? De social. Je crois que c'est une question sociale, civilisationnelle. La marche de développement civilisationnel dans nos pays passe obligatoirement par l'émancipation et le développement de la situation de la femme, et par la femme et pour la femme également. Parenthèse fermée, j'aimerais parler un peu du forum qui était une occasion de réfléchir, de développer, la mise en place aussi de certains projets par rapport au pouvoir de l'art dans la lutte, pouvoir de l'art dans le développement de la situation chaotique que vit actuellement nos pays. Alors au tout début, lorsqu'on a commencé à travailler aussi avec les collègues et les amis du réseau français, espagnol, donc un salut spécial également à notre très cher amie et collègue Maria Angels, qu'on lui souhaite un prompt rétablissement. Donc c'était un peu de l'utopique. Hein, c'était un peu l'art et la guerre. Alors, une histoire, c'était un peu utopique dans ce monde-là, mais tout au long du développement, du travail, tout au long de notre avancée par rapport à ce projet-là, on a commencé à voir un peu la place centrale qu'avait l'art et la culture en général dans ces phénomènes, dans ces chaos-là. Une place très importante et surtout à travers les ateliers qu'on a développés à travers ça. L'art est actuellement capital pour arriver à un changement profond dans la situation. Il est l'approche sécuritaire qui a été toujours prônée dans ce cas de figure, que ce soit dans le cas de guerre, que ce soit dans le cas des zones marginalisées, que ce soit dans le cas des camps de réfugiés, de l'immigration, etc. Que ce soit par rapport à la violence, par rapport à la radicalisation, etc. Donc tous les points qui ont été traités dans le forum. Là, ça fait beaucoup d'experts, beaucoup d'invités, beaucoup d'acteurs de la société civile qui ont travaillé étroitement sur terrain avec des populations là, qui ont développé des méthodologies, qui ont développé des axes de travail, croient vraiment, et on a mentionné ça, croient vraiment à la place de l'art dans le changement profond par rapport à ces problématiques-là. La cause de la radicalisation, l'une des causes de la radicalisation, la vulnérabilité des personnes dans des zones marginalisées, également le vide qui est observé par rapport à ces jeunes-là, la recherche sur plusieurs axes, la recherche sociale, la recherche culturelle, la recherche identitaire, etc. Donc, et j'en passe. Et la femme également, elle a été mise au centre de cette réflexion par rapport au développement de ces axes-là, mais c'est un acteur central.
ça a été mentionné par rapport à notre forum. Et par rapport à la société allemande, à travers leurs travaux, à travers le travail, en absence de toute référence, parce que ces gens-là, ils viennent, ils ne connaissent pas la langue, ils ne connaissent pas les obligations sociales, etc., les codes sociaux, culturels de toute la société. En absence de tout référentiel, la culture et l'art restent le seul point à travers lequel les êtres humains peuvent s'exprimer, peuvent interagir, peuvent créer ensemble. Et d'ailleurs, ça a été souligné et ça a été développé que à travers l'art, les réfugiés peuvent trouver une nouvelle possibilité d'intégration et de développement d'expression commune. La valorisation des jeunes et des femmes dans les zones marginalisées. Donc l'art permet également de valoriser les femmes et les jeunes dans les régions marginalisées, à créer, à développer et à donner de la valeur. Une force pour les victimes de la violence. L'art est une force pour les victimes de la violence, donner une capacité à s'exprimer, à dire non, à refuser, à dénoncer tout ce dont les femmes et toute personne est victime par rapport à la violence. En finale, j'aimerais parler un peu d'une expérience personnelle. J'ai dans mon association deux jeunes qui étaient de projets de guerriers ou de djihadistes en Syrie. On les a préparés, il y a eu ils étaient radicalisés, ils ont fait partie de groupes extrêmes, etc. Et c'était des projets, on les préparait pour aller mourir, et faire le djihad, et tuer les mécréants qui étaient, entre parenthèses, qui étaient eux-mêmes des musulmans. On ne sait pas qui tue qui actuellement. Et c'est à ce moment-là qu'on a découvert qu'on a pu avoir des contacts avec eux. C'est en travaillant donc à Wilhelmshus, on a pu avoir un contact avec eux. Ils ont intégré l'association, on a travaillé ensemble. Le mois dernier, ils étaient à Bruxelles. Ces deux-là, avec toute la troupe théâtrale de l'association, pour présenter une pièce de théâtre. Et pour moi, c'était une fierté, c'était un travail vraiment dont je n'oublierai jamais l'émotion que j'ai sentie au moment où ces deux jeunes-là, avec toute l'équipe, la troupe, présentaient pour la première fois leur pièce de théâtre devant des dizaines de gens qui sont venus pour voir un peu leur travail. Pour dire que, en finale, nous aussi, on peut capter des jeunes et leur inculquer des valeurs humaines, des valeurs liées à la beauté, à la paix, à l'amour, à toutes ces valeurs dont on croit et dont on est vraiment attaché. Alors là, la radicalisation n'est pas une fatalité, comme a été mentionné dans la déclaration. Ce n'est pas une fatalité. Il faut travailler pour détruire ce fléau. Il faut travailler étroitement avec ces jeunes pour détruire ce fléau. Tout à l'heure dans l'atelier lié aux femmes et migration, on va en parler. La femme joue un rôle déterminant. La femme dans mon pays a dénoncé ses enfants lorsqu'ils étaient victimes de radicalisation et lorsqu'ils faisaient des groupes pour partir en Syrie et combattre. La femme tunisienne, elle a confisqué des passeports, elle a séquestré ses enfants lorsque elle a vu que c'était vraiment représenter un danger pour la société et pour l'humanité entière. Je suis fier de faire partie de ce pays, je suis fier d'avoir vécu côte à côte avec la femme tunisienne qui lutte
tous les jours pour faire avancer les choses. La femme tunisienne dans dans tous les postes, dans toutes les situations, elle a été vraiment là pour faire avancer les choses. Ne serait-ce que la dernière polémique, il y aura une autre polémique qui va venir à l'achat, donc il faut se préparer. Donc on a toujours nos questions qui dérangent et qui font avancer les choses. Je vous remercie toutes et tous. Je salue énormément la femme de mon pays parce que sans elle, la Tunisie ne serait jamais ce qu'elle est actuellement. Merci beaucoup. Ok? Elle se trouve sur le piano. Sur le piano en plus. Allez, on va... À la fin, on fait une photo avec tous. Avec tout ça et le piano. Moi, je vais commencer la première. Je vais aller la première. Oui, j'arrive. No, mi scusi se mi prendo ancora 2 minuti, però vorrei aver dato l'impressione alla luce dell'intervento che ha fatto il rappresentante palestinese tra gli ospiti. Allora, giustamente lui ha detto che l'Islam per le donne palestinesi è una fonte di salvezza, un modo per sopportare meglio, forse anche per resistere, aggiungo la parola resistere, nel senso che se non ci fosse stata un'aggressione, se non continuasse quella che è percepita come un'aggressione da parte dello Stato, tra virgolette, ebraico, Je veux les aubergines. Il a des aubergines. Moi, je veux des aubergines. Ça, c'est du blanc. J'aime les aubergines. Il y a des aubergines. Avant de commencer, je tiens à remercier énormément le président de la Maison de la Méditerranée, la Fondation Anna-Lynn, toutes les personnes qui ont travaillé pour et dans ce projet pour faire réussir cette réunion. Et je tiens vraiment spécialement à remercier Esther de m'avoir donné cette chance de participer et de parler, et toutes les femmes du réseau européen aussi des femmes migrantes. Alors aujourd'hui, je vais parler des femmes actrices dans la migration, les difficultés, les violences auxquelles elles sont soumises, les défis et notre lutte en tant qu'activistes en mettant l'accent sur le travail du réseau européen pour les femmes migrantes. Donc la migration, comme vous le savez, c'est le déplacement des personnes d'un pays à un autre pour différentes raisons politiques, personnelles, sociales, économiques. Avec la mondialisation, cette migration s'est accentuée, s'est renforcée, et parfois on parle d'une migration féminine parce que dans certains États ou bien dans certaines situations, les femmes elles sont majoritaires dans le processus, dans le phénomène migratoire. Peu importe les raisons qui les ont poussées à migrer. Or, les pays de l'Euroméditerranée ont toujours été des pays d'émigration et d'immigration pour différentes raisons. Je peux par exemple donner l'exemple du Liban. Le Liban a depuis toujours été un pays d'émigration, et notamment pour les hommes et les femmes, et notamment pour les femmes, parce que en raison des conflits politiques, des guerres qui ont eu lieu au Liban, de la situation économique en ce moment, mais aussi le Liban a toujours été un pays d'immigration où beaucoup de personnes, et notamment des femmes, viennent de l'étranger, parfois des pays les plus pauvres, pour travailler au Liban et pour trouver des conditions de vie meilleures.
C'est le cas aussi en Europe, où la migration, elle va dans les deux sens. Donc, et là, il faut faire la différence entre deux images de la migration. La migration qui renforce les droits des femmes, qui collabore pour avoir une égalité entre les hommes et les femmes, parce que les femmes, elles vont à la recherche d'un travail, elles vont faire leurs études à l'étranger, elles vont trouver du travail, elles vont chercher l'autonomisation et l'émancipation, elles vont lutter contre la pauvreté, dont elles sont d'ailleurs les premières victimes. Mais d'autre part, l'autre image de la migration, c'est la migration qui défavorise les femmes et qui va discriminer les femmes et qui va les remettre dans des situations de vulnérabilité. Alors, d'une part, dans un premier temps, la migration qui participe directement à l'émancipation des femmes et au renforcement de l'égalité, c'est lorsque les femmes, elles quittent leur pays pour trouver du travail à l'étranger. Dans ce cas-là, elles vont participer au renforcement de l'économie et à leur autonomisation personnelle, parce qu'elles vont renforcer l'économie dans leur pays d'origine et dans le pays d'accueil. C'est le cas par exemple des femmes qui viennent de l'étranger au Liban, qui travaillent, qui sont, entre guillemets, les travailleuses domestiques, qui vont envoyer l'argent à leur famille dans le pays d'origine et qui renforcent l'économie dans le pays d'accueil. C'est également le cas des femmes qui sont entrepreneuses libanaises qui se trouvent notamment au Brésil, au Canada ou bien en Afrique. D'autre part, malgré ce côté positif de la migration qui peut ouvrir des opportunités aux femmes, ce phénomène contribue aussi à garder et à renforcer les discriminations à l'égard des femmes pour différentes raisons et de plusieurs façons. En effet, soit les femmes, elles vont quitter volontairement leur pays, soit elles vont quitter leur pays pour des raisons de conflit, de guerre, soit elles vont être forcées à quitter leur pays parce qu'elles sont victimes de trafic ou bien de proxénétisme. Et dans tous ces cas, malheureusement, les femmes, elles vont se retrouver dans des situations difficiles et vulnérables qui vont les fragiliser, qui vont les soumettre à des inégalités de genre. Elles vont, par exemple, se trouver sans emploi ou bien à la recherche d'emploi. Elles vont être discriminées parce qu'elles sont des femmes, mais aussi étrangères. Elles vont subir des violences de toutes les formes morales, physiques, sexuelles. Elles vont être des victimes de viols, de harcèlement. Elles peuvent subir des exploitations sexuelles parce qu'elles peuvent être victimes de trafic des êtres humains. Elles peuvent subir des stérilisations forcées. C'est le cas par exemple des Roms en Europe. Elles vont subir des grossesses forcées ou bien des mariages précoces et mariages forcés. C'est le cas aussi des femmes syriennes par exemple au Liban. Et elles vont subir des excisions et d'autres formes de discrimination. Et dans ce cas-là, dans cette image de la migration, les femmes, elles vont redevenir victimes de violences et ce schéma va se répéter, patriarcal va se répéter, elles vont être soumises encore une fois à la domination masculine, soit domination de la part de leur mari, soit de la part de la famille, soit de la part de leur exploiteur, de leur employeur ou bien du système lui-même. Et pour donner quelques exemples sur ces formes de migration, sur ces formes de violence auxquelles les migrantes sont soumises, là je différencie entre trois formes de migration. D'abord, les femmes qui vont à l'étranger à la recherche, qui vont volontairement à la recherche d'un travail. Dans ce cas-là, elles peuvent subir des difficultés par rapport à la reconnaissance de leur diplôme, à la recherche d'un emploi. Si elles trouvent un emploi, et ça ce n'est pas uniquement les femmes étrangères, mais c'est aussi les femmes, parfois les femmes dans leur pays, les femmes dans le pays là où elles se retrouvent, elles vont trouver des emplois qui ne correspondent pas à leur capacité parce qu'elles sont uniquement des femmes, ou bien elles vont être moins payées que les hommes, et donc elles vont être discriminées. Pire encore, dans certains États, ces femmes qui vont à la recherche d'un travail volontairement, elles vont se retrouver dans des situations où elles ne sont pas reconnues en tant que travailleuses, elles n'ont aucun statut, donc elles n'ont aucun droit. C'est le cas par exemple des travailleuses domestiques qui viennent au Liban, qui n'ont pas le statut de travailleuses, donc le code de travail ne les reconnaît pas, elles n'ont pas de droit, elles subissent toutes les formes de violence, elles ne peuvent pas les dénoncer parce qu'elles ont peur, elles méconnaissent souvent la langue, elles méconnaissent leurs droits. Les policiers vont refaire ces mêmes violences
Et en plus, elles sont soumises à un système de kafala, c'est-à-dire ces femmes, elles ne peuvent venir travailler au Liban que si elles sont prises en charge, comme s'il y a entre guillemets un maître qui les manipule, comme si c'est pas un être humain, mais c'est une marchandise ou il y a quelqu'un qui les manipule et donc qui a droit à gérer, il croit qu'il a la propriété de ces femmes et qu'il a le droit de les gérer. Donc ça c'est la première forme des femmes migrantes discriminées. Une deuxième forme, ce sont les migrantes qui sont obligées à quitter leur pays ou bien qui quittent leur pays en croyant qu'ils ont des contrats de travail et qui se retrouvent finalement entre les mains de trafiquants et d'exploiteurs. C'est le cas donc de la traite des trafiquants. Ces femmes sont également soumises à toutes les formes de violence. Leurs papiers, dès qu'elles arrivent au pays d'accueil, leurs papiers d'identité sont confisqués. Elles vont se retrouver sans logement, sans nourriture, entre les mains des proxénètes et des trafiquants. Et on le sait très bien, et les statistiques le disent clairement, que la majorité des clients, ce sont des hommes qui vont les exploiter. Et ce problème aussi, je peux donner un exemple au Liban par exemple, la prostitution elle est pénalisée au Liban, elle est incriminée et en même temps c'est l'État libanais qui donne des visas d'artistes à des femmes qui viennent du Maghreb ou bien de l'Europe de l'Est. Il leur donne des visas d'artistes pour venir et après ils vont les exploiter, ils vont les forcer à se livrer à la prostitution et une fois que les policiers sont là, ils vont prendre ces femmes en prison et non pas les exploiteurs. Dernière forme de migrantes qui subissent des discriminations, ce sont les réfugiés. Et c'est un sujet très sensible et très important, notamment dernièrement avec les guerres et les crises politiques qui ont eu lieu. Ces femmes sont soumises aussi à toutes les formes de violence et ça on le voit, on l'a vu d'après notre expérience sur le terrain, que ces femmes subissent des violences de leur mari, de leur famille. Elles subissent des violences des autres hommes qui se trouvent dans les camps de réfugiés, parfois de la police et parfois de la mafia elle-même. Ces femmes ne peuvent pas sortir le soir, elles sont violées par les hommes de leur famille ou bien par les autres hommes du camp. Elles ne peuvent pas dénoncer ces violences parce qu'elles méconnaissent la langue, parce souvent elles n'ont pas de papier parce que c'est les hommes qui ont leurs papiers, ou bien dans des États il faut renouveler à chaque fois les papiers, donc elles n'ont pas de papier parce qu'elles n'ont pas les moyens de les renouveler. Et pire encore, dans des États qui n'ont pas ratifié la Convention de Genève, on ne reconnaît pas le statut de réfugié, donc ces femmes, elles n'ont aucun droit, elles ne peuvent rien faire. Ouais. Et donc,